Bonjour, bonjour à tout le monde. Bienvenue sur ce nouveau direct organisé par Miroir Social en partenariat avec le cabinet Technologia, représenté ici par Marc Chénès, en directeur général. Et donc, le sujet de ce matin, c'est de parler d'IA, comment porter, on a titré comment porter la parole des salariés dans le dialogue social. Plus précisément, c'est de parler IA sous l'angle plus métier, hein, et non pas sous l'angle métier et pas tant sous l'angle des conditions de travail, même si quand même il y a clairement un lien, mais encore moins sous l'angle l'information, l'ingénierie du dialogue social que ça recouvre, l'information consultation, le recours à expertise, etc. C'est des sujets, bien sûr, on va en parler, mais c'est pas le cœur du sujet, souvent, sachant qu'on avait déjà porté le sujet sous cet angle, on va dire ingénierie, la tuyauterie du dialogue social. Je vais vous mettre en partage le 19 mars dernier. Et donc ça, vous pouvez retrouver le replay de ce live qu'on avait organisé avec un partenaire sur le sujet. Donc ce matin, on va vraiment être sous l'angle métier et comment on appréhende ça en amont. Sachant que on voit bien que c'est pas parce qu'on a un super dialogue social sur l'IA qui se joue entre les directions et les organisations syndicales que ça va percoler au niveau du terrain sur la capacité à faire parler les gens sur leur métier, sur leur appropriation. C'est bien le sujet de ce matin. Comment on leur file un outil dans les pattes et comment ils se dépatouillent de l'outil, qu'est-ce qu'ils en font, etc. Et dans quel sens et quel sens ils lui donnent. Donc voilà. Je ne vais pas être plus long. Donc merci à Technologia de porter le sujet. Alors Technologia et à nos 5 intervenantes et intervenants à côté de Marc qui interviennent et qui vont étayer et illustrer la thématique. Donc Pauline Gourlet, toi, je me permets de tutoyer tout le monde. Hein. Donc Pauline, toi, tu es designer, ergonome et sociologue. Et tu fais de la recherche à Paris Télécom et tu préciseras plus précisément. Tu es vraiment en mode recherche sur l'ergonomie et voilà. Corinne Chewin, toi, tu représentes la fédération, tu es secrétaire national à la fédération métallurgie, hein, et tu travailles plus précisément chez Airbus, mais on aura une approche avec toi plus globale sur le secteur de la métallurgie. Pascal Fabre, toujours CFE, CGC, mais là, au niveau confédéral, toi, tu es expert confédéral sur la partie IA, mais également, tu viens du SNB, tu viens de la banque, et vous avez fait une étude récemment sur l'IA dont tu nous parleras. Irikia, toi, tu es représentant CFTC chez SAP. Et Benoît Dalfaro, toi, tu es expert IA à la fédération CFDT Chimie Énergie. Voilà, voilà. Et donc, Rodolphe Ellerlé, je suis le barreur éditorial de Miroir Social et je vais avoir le plaisir d'animer cette matinée. Merci à vous. Vous êtes non présents, non, excusez-moi, je me mélange un peu les pinceaux. Vous êtes nombreux ce matin dans cet espace de discussion. Profitons-en pour que ça soit un maximum riche entre ce que vous avez écouté et ce que ça vous inspire et les rebonds qu'on essaiera d'en capter un maximum. On essaiera de rebondir au maximum. Donc, n'hésitez pas à partager vos pratiques. Voilà. Et écoutez, je ne vais pas être plus long parce que je l'ai déjà été et je te passe la parole, Marc. Et oui, simplement en précision, on va séquencer le débat, enfin les échanges en deux parties. Une première sur l'importance de comprendre les enjeux, hein, tant pour les directions que pour les représentants des salariés, que les salariés et incidemment, bien sûr, les représentants, leurs représentants. Donc, comprendre les enjeux, quelle approche globale ça sous-entend avant d'appréhender le sujet. Et ensuite, on passera sur la partie les usages, comment les mesurer, en quoi c'est un enjeu de dialogue professionnel et en toile de fond, une des problématiques qu'on voit déjà germer d'appropriation, de décalage entre les annonces et l'appropriation qui est faite. Voilà. Donc, à toi la parole, Marc. Sur les conditions préalables, j'en parlais un petit peu, sur les conditions préalables que tu vois. Et avant de te passer d'enregistrer, ça va être sympa ça. Vite fait, je partage ça. Hop.
Je vous mets un autre lien. Ça, c'est Marc, tu étais déjà intervenu il y a 2 ans sur un live qu'on avait fait ensemble, porté par Technologia. Le titre, c'était Intelligence artificielle générative, amis ou ennemis des représentants du personnel. C'était en 2023. Donc, c'est toujours intéressant de voir sur un sujet comme l'IA comment ce qu'on a dit il y a 2 ans, ça peut paraître peut-être un peu refroidi, réchauffé, tout ce qu'on veut, mais en tout cas, ou alors non, j'en sais rien. C'est pas le même Euh, sujet. et comment ça, mais en tout cas, comment la façon dont on appréhende le sujet, elle évolue. Donc voilà, Marc, comment toi, tu considères que les élus, le niveau qu'ils doivent de compréhension et d'appréhension des enjeux sous-tendus par l'IA, et en quoi, ben, dans la formation que vous formez les élus, en quoi c'est important de les mettre, qu'ils aient un niveau suffisant pour pouvoir conduire la négociation en ce sens-là. Et je vous partage dans ce cadre-là un sondage qu'on vous propose. Et donc, quelques questions. On vous propose 4 questions. Donc, n'hésitez pas à répondre. Alors, l'ordre, il n'est pas forcément évident parce que je me suis un peu galéré sur l'ordre. Mais donc, je vous propose d'y répondre. Ça donnera un peu de la matière à faire. À créer de l'ambiance sur un peu vos usages, hein, vous les premiers en tant que représentants des salariés, on va dire comment les cordonniers sont chaussés. Voilà. À toi, Marc. Oui, alors, merci Rodolphe. Donc, je vais tenir un petit timing de 5 minutes. Effectivement, il est extrêmement important aujourd'hui pour tous les acteurs du dialogue social, et on parle aujourd'hui avec les représentants du personnel, mais bien entendu aussi les directions, parce que beaucoup de directions ne connaissent pas plus le sujet, d'avoir une très très bonne connaissance, parce que c'est quand même aujourd'hui une technologie, je dis bien une technologie qui est très particulière et qui a des conséquences sur la manière dont le travail va être modifié. C'est pas simplement une nouvelle technologie dans la foulée d'autres technologies, c'est un changement de paradigme. Et donc, chacun aujourd'hui doit connaître ce sujet-là. D'abord, chacun doit comprendre l'histoire. L'intelligence artificielle remonte à 90 ans. Et il y a eu différentes formes d'intelligence artificielle. Excel est une intelligence artificielle. Et il faut impérativement aujourd'hui bien maîtriser la différence entre les algorithmes déterministes que l'on avait auparavant et les algorithmes aujourd'hui probabilistes, parce que le caractère probable va naturellement changer la relation au travail. L'IA donne quelque chose qui est probable. Mais pourquoi? Comment ça fonctionne? C'est extrêmement important. Il faut se plonger là-dedans. D'ailleurs, je vous dirais comment faire. Hier, je faisais une conférence et quelqu'un m'a dit, mais comment je fais pour me mettre à jour? Il y a quand même aujourd'hui, c'est pas simplement un livre ou quelque chose. Il faut se mettre en permanence à jour. Pourquoi il faut se mettre en permanence à jour? C'est qu'il y a quasiment tous les jours, si vous lisez la presse, tous les jours, si vous lisez la presse, il y a quelque chose de nouveau. Tout le monde connaît aujourd'hui ce qu'on appelle l'IA générative. Tout le monde. Tout le monde connaît, tout le monde a utilisé ChatGPT très bien. Aujourd'hui, on est dans l'IA agentique. C'est quoi l'IA agentique? Qu'est-ce que ça va apporter? Bon, beaucoup de personnes ne savent pas trop. Qu'est-ce que c'est également dans le travail que l'on va avoir avec l'IA? Différentes formes aujourd'hui de perfectionnement de son IA, parce que l'IA, c'est un entraînement, comment ça fonctionne, qu'est-ce que le fine-tuning, qu'est-ce que le prompt engineering? Toutes ces choses-là sont extrêmement importantes à maîtriser. Après, pour les représentants du personnel, il y a, je vais essayer de simplifier, il y a différentes formes d'IA dans l'entreprise. Il y a celle que vous utilisez en direct, mais il y a celle qui est intégrée aussi au processus maintenant. C'est-à-dire que vous ne le voyez même pas. C'est-à-dire que l'ensemble des outils que vous utilisez intègrent de l'IA et vous font aujourd'hui un certain nombre de propositions avec des listings de tâches à accomplir. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis quand je dis que tout avance à vitesse grand V, bon, on est tous à avoir en tête le fait que l'intelligence artificielle aujourd'hui pose des problèmes de données, de transfert de données. Oui, mais il y a aujourd'hui de nouvelles possibilités d'avoir des outils d'IA extrêmement performants, mais localisés. Aujourd'hui, nous-mêmes, on a une filiale informatique avec des développeurs en intelligence artificielle qui ont acheté des gros ordinateurs, des grosses machines qu'ils ont mis dans un sous-sol, qui ont plugué dessus ChatGPT en tant que LLM et puis Claude, et qui font finalement tourner en local leurs IA avec des connexions avec des LLM existants. Donc ça avance tellement vite que des principes que l'on avait il y a encore 15 jours vont sauter dès demain, ne serait-ce que pour des questions de consommation énergétique, etc. Donc ça, c'est un premier point. Il faut impérativement connaître l'histoire, il faut impérativement se mettre à jour.
Petite recommandation, faites une revue de presse avec Google, avec n'importe quel, ceux qui savent utiliser des agents IA, pourquoi pas, mais une revue de presse tous les matins, 2 articles sur ce qui vous intéresse le plus, l'IA et le travail, vous faites sortir 2 articles, vous allez voir la vitesse à laquelle vous allez reprendre en fait le fil du sujet. Mais c'est fondamental, on ne peut pas parler, on ne peut pas négocier si on ne connaît pas ça. Ça, c'est un premier point. Deuxième chose, très importante, l'IA, ça va toucher une énorme partie des salariés. Toutes les fonctions que l'on appelle aujourd'hui des fonctions de col blanc, en fait, des fonctions administratives, etc., même s'il y a des conséquences d'un point de vue industriel, etc. Il ne faudra laisser personne sur le bas-côté. Toute révolution industrielle et numérique laisse des personnes sur le bas-côté. Notre travail en tant qu'assistant au représentant du personnel, c'est de comprendre le comportement de chacune des personnes et à partir de là, de les emmener avec nous. Donc ça va être un point extrêmement, extrêmement important. Donc il faut maîtriser toutes les dimensions de l'IA pour se dire comment ça va impacter. Il faut maîtriser les formes d'algorithmes, il faut maîtriser les éléments de compliance, donc de sécurité, etc., etc. Il faut maîtriser les métiers qui sont les plus sensibles par rapport à ça. Il faut c'est pas l'IA dans l'entreprise, c'est chaque métier aujourd'hui se retrouve impacté de manière différente, avec des IA différentes, avec des conséquences différentes, avec des impacts sur les conditions de travail différents. Et donc, il faut accompagner tout ce monde-là. Qu'est-ce qui va être fondamental dans l'histoire? C'est quasiment pour vous de vous concentrer sur les accords de GPP, d'emploi et de parcours professionnel, puisque en fait la transformation a lieu, il faut embarquer tout le monde, tout le monde. Et tout ça amène finalement à un certain nombre de concepts qu'il faut bien maîtriser. On parle du concept de la responsabilité des résultats de l'IA. Il faut bien comprendre pourquoi. C'est pour ça que je dis qu'il faut connaître l'histoire, il faut savoir comment fonctionnent les algorithmes, il faut connaître les histoires de biais de l'IA, parce que l'IA provoque des biais, tout comme d'autres algorithmes ont provoqué des biais. Mais aujourd'hui, il y a des biais qui peuvent être extrêmement graves. On le voit aujourd'hui, et d'ailleurs, on va en parler tout à l'heure, sur des questions de recrutement ou des questions d'adéquation de personnel face à des projets dans une même entreprise qui va sélectionner des profils. Mais si on parle de personnes en intercontrat dans les ESN, boum, ça peut laisser beaucoup, beaucoup de monde sur le côté. Et puis, dernier sujet, la question du volontariat. Alors moi, j'ai une position très claire. L'IA, c'est pas sur une base de volontariat. Évidemment que dans une première intention, on peut se dire, mais oui, chacun y va s'il a envie d'y aller. Sauf que dans 3 ans ou 5 ans, si sur son CV, aujourd'hui, sur son CV, si on dit, je ne sais pas maîtriser la suite Office, PowerPoint, etc., etc., on n'est pas pris. Ben, si demain, on dit, je ne maîtrise pas des outils d'IA et je ne sais pas compter, ça sera à peu près la même chose. Donc, naturellement, on ne s'impose pas d'embarquer tout le monde, mais en faisant attention. Les rythmes ne sont pas les mêmes, de respecter les cultures, comment dire, les générations, etc. Il faut le respecter, mais il faut embarquer tout le monde. C'est fondamental. Dernier petit point pour conclure. C'est un sujet tellement important que, bien entendu, tout le monde ne pourra pas se l'approprier. Mais quand je dis tout le monde, c'est qu'il y a certains représentants du personnel qui le prennent, qui sont à fond dedans et qui peuvent finalement assez facilement interagir. Mais au niveau de direction, c'est pareil. Et sachez qu'il y a exactement 15 jours, il y a 2 grands patrons de 2 très grands groupes américains qui ont démissionné de leur poste, non pas parce qu'ils n'avaient pas de bons résultats, parce qu'ils ont annoncé clairement qu'ils n'avaient pas le niveau pour intégrer les concepts d'IA dans leur entreprise et ils ont préféré passer la main à d'autres personnes. Le patron de Coca-Cola et le patron de Walmart. Walmart qui est quand même le Carrefour américain, c'est la grosse distribution. Ces 2 patrons ont préféré se retirer. Ça montre à quel point il faut impérativement, dans le dialogue social, prendre le temps de maîtriser. Maîtriser, c'est suivre évidemment un certain nombre de formations, mais tous les matins, lire une revue de presse, prendre 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure, mais être à jour. Et je vous assure que vous allez être rapidement upgradé. Merci Marc pour cette intro. Alors, tu as un peu dépassé les 5 minutes. Que tes Non. petits camarades ne se collent pas sur toi. Voilà, merci Marc. Pauline, alors Pauline, à toi la parole. Donc toi, tu es enseignante chercheuse, enfin c'est bien ça, hein, Oui, à Paris à Télécom. Télécom Paris. Voilà, Télécom Paris, excuse-moi. Et je vais mettre en partage pour étayer. Et attends, parce que toi, tu plaides pour
une approche globale du sujet. Alors attends, elle est où? Ah, c'est là. Hop, voilà. Donc là, normalement, là, vous avez en téléchargement, c'était la mieux placée peut-être pour étayer en quoi, par exemple, ce travail de recherche que tu as mené, ça illustre, tu vois, D'accord. la nécessité d'avoir une approche globale. Et je recontextualise très rapidement. Toi, tu as notamment été partie prenante, enfin, tu es intervenu à la direction générale des finances publiques, où il y a beaucoup d'IA qui se mettent en place, etc., au ministère des Finances, au ministère des Impôts, et notamment sur les géomètres avec l'histoire des piscines qu'on va repérer automatiquement. Bah, toi, tu as bien démontré qu'il fallait avoir une approche globale. Et je te laisse partir sur l'importance, pour rebondir sur les propos de Marc, d'avoir une Oui. approche globale. À toi. Oui, mais pour commencer, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit avant, notamment, voilà, on est et même en tant que chercheuse, donc ça veut dire que moi, c'est mon travail de faire cette fameuse revue de presse tous les matins, on est quand même noyés sous le volume de discours et d'informations qui sortent, et surtout, on est noyés parce qu'il y a quand même tout un jeu d'infos intox, c'est-à-dire qu'on ne sait pas toujours bien démêler le vrai du faux dans ce qui nous est servi, et donc il y a quand même un besoin aussi d'avoir une sorte de vision du sujet un peu structurée pour essayer de comprendre ce qui est en jeu, et notamment tous les effets performatifs, parce que la chose qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'effets d'annonce qui ont pour intention en fait de faire advenir une réalité, donc autoprophétique, on peut dire ce genre de choses. Rien qu'un exemple sur la peur des licenciements, qui est un vrai sujet, donc la peur d'être remplacé par l'IA. Il y a aujourd'hui toute une série d'études qui sont en train de se demander, voire même de montrer, qu'il y aurait une stratégie quand même des big tech qui ferait la démonstration en licenciant massivement, en disant que c'est grâce à leur performance d'IA et la performance de l'introduction de ces solutions dans leur propre compagnie. Et en fait, on se rend compte que possiblement, c'est pas du tout la raison pour laquelle ils licencient, mais qu'il y a plein d'autres raisons, notamment conjoncturelles, à ces licenciements. Donc voilà, mais en même temps, eux, ça leur permet de faire la preuve que ça fonctionne et qu'il faut y aller. Donc voilà, pour vous montrer un peu l'ambivalence aussi de comment se positionner par rapport à cette masse de discours qui nous arrive. Et c'est vrai que moi, ce que je trouve très difficile aussi, c'est de rester sur une vision du travail qui serait limitée à la situation de travail qu'on connaît, parce que, et ça a été, on le sait, hein, les IA sont aussi arrivés beaucoup par l'intime, par les pratiques privées. Le plus gros usage aujourd'hui des LLM, c'est notamment le compagnonnage et l'accompagnement psy aussi. On lui demande des conseils dans des situations sociales, comment agir, comment faire, voir, on se confie à elle, etc. Donc voilà, il y a aussi une pénétration dans le monde du travail par d'abord des usages qui se développent de manière privée. Donc on voit que ça emmène des déplacements et ça rend difficile aussi l'appréhension de classiques, on pourrait dire, et des circonscrites au domaine du travail. Et moi, j'aime bien penser les choses du coup de manière un peu à tenir deux plans qui paraissent séparés et qui sont difficiles à appréhender ensemble, mais que je pense qu'il faut vraiment les garder en tête, justement, cette vision un peu systémique. C'est d'une part, il y a une reconfiguration des pratiques, donc à la fois privées, mais évidemment des métiers. Donc, et ça, cette reconfiguration, elle est, voilà, déjà on commence, c'est assez récent pour être sur le sujet depuis 2020, on commence juste à avoir quand même des remontées terrain un peu fines de ce qui se passe. Avant, on était aussi beaucoup sur des discours qui spéculaient, mais on avait peu de remontées terrain. La grosse difficulté aussi, c'est que ça individualise beaucoup ce qui est en train de se passer, ou en tout cas, ça nous fait regarder des scènes de manière un peu micro, sans forcément avoir de compréhension un peu systémique et intersectorielle et globale de ce qui se passe. Et l'autre chose très importante à avoir en tête, c'est que derrière ce plan très visible de ce qui est en train de se reconfigurer, il y a ce que moi j'appelle une infrastructuration de nouveaux rapports sociaux et de nouveaux rapports environnementaux aussi, qui ne sont vraiment pas à négliger. Et donc, il y a un couplage, enfin, qu'il ne faut pas, je pense, se concentrer sur des arguments que sur un plan ou l'autre. Il faut vraiment essayer de tenir les deux ensemble. Donc, dans la transformation des rapports sociaux, on voit bien la reconfiguration de l'économie mondiale, on voit bien les enjeux géopolitiques, mais ceux-là, je pense qu'ils sont pas mal mis sur le devant de la scène. Mais
plus insidieusement, on voit voilà, des reconfigurations des acteurs, des reconfigurations de marché, des partenariats publics-privés qui se font énormément, des lobbies dans des sens ou dans d'autres. Dans les questions environnementales, on voit aussi tout le développement, par exemple, de l'infrastructure numérique qui n'est pas sans poser de questions, on a des investissements massifs qui sont consentis, du coup, aussi des besoins pour ces investissements d'atterrir, donc d'aller très vite sur la construction de certaines infrastructures, et donc aussi des raccourcis en termes d'enquête qui se passent, et vous l'avez peut-être suivi, des besoins à ce que les procédures pour mettre en place cette infrastructure soient raccourcies. Donc on voit que ça joue à plein de niveaux qui changent profondément la nature des rapports sociaux, à la fois du coup en tant que travailleur, mais aussi en tant que citoyen, en tant qu'individu confronté à toute cette économie de l'attention, etc. Donc de bien, je pense, avoir en tête de resituer la question, les enjeux qui se posent au niveau des métiers et de l'organisation du travail dans un contexte vraiment plus large pour peut-être essayer d'avoir une vision pas que réactive, mais aussi prospective dans quoi mettre en avant, comment se positionner sur ces enjeux. Voilà, j'espère que j'ai respecté mes 5 minutes. Ouais, non, mais merci Pauline. Et Mais simplement peut-être... pour te relancer vite fait, peut-être sur l'étude que j'ai partagée là, vous pouvez donc, je vous invite à la Ouais. télécharger, l'étude de Pauline. C'est bien, tu montres bien que le biais qu'il y a à se focaliser par exemple sur les incidences sur le métier de géomètre. C'est ça, c'est bien ça que tu montres. C'est bien qu'il faut dépasser. Oui, moi c'est ce On que a un biais. tout à fait. C'est ce que j'avais montré d'une part dans cette étude, c'est que on nous dit que voilà, que notamment le discours, ça va simplifier les choses, etc. En fait, on se rend compte que d'une chaîne, ce qu'on appelle nous dans notre jargon une chaîne sociotechnique relativement maîtrisée et robuste, devient extrêmement éclatée entre plein d'acteurs. Donc la reconfiguration très importante à la fois des acteurs, des objectifs, des circulations de données, etc. Mais aussi on se prive, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas cette vision systémique et qu'on se limite à ce qui se passe pour les géomètres, ce qui est très important, on n'a pas forcément d'idée de comment est-ce qu'au lieu de faire disparaître un métier, en l'occurrence, on pourrait le repenser de manière à ouvrir de nouvelles possibilités et se questionner sur les besoins que ce métier a, peut-être dans cette reconfiguration globale des rapports. Et donc, en l'occurrence, j'avais proposé ou imaginé, c'est quand même étonnant qu'un métier où on a des personnes qui vont sur le terrain et qui sont capables d'avoir des levées terrain très fines, etc., et une veille du coup du territoire et des transformations du territoire à un moment où on sait qu'avec la loi ZAN, avec plein de choses, on a besoin d'avoir cette compréhension fine du territoire, on fasse disparaître ce métier sans, au contraire, repenser son rôle et à quel point il pourrait servir le service public, quoi. C'était cette idée-là, du coup, d'avoir une vision un peu plus large que juste la situation du géomètre dans ce contexte de la DGFiP très resserré, d'essayer d'avoir une discussion plus large avec d'autres acteurs, d'autres administrations, pour essayer de faire voir l'intérêt de garder ces compétences-là et ces métiers-là. C'était l'idée de ce travail. Merci à toi, Pauline. Parole à Corinne. Alors, Corinne Chewin, toi, tu représentes la fédération CFE-CGC Métallurgie. Et donc, toi, comme je disais, tu portes et tu suis le sujet IA au sein des entreprises de la fédération. Et quand on cadrait, tu m'expliquais qu'il y avait quand même un sujet qui remontait, que toi, tu voyais remonter, notamment, et on parle là des niveaux de compréhension, c'est justement l'incompréhension que pouvaient avoir les salariés sur quand les entreprises, et elles sont de plus en plus à le mettre en place, des systèmes de matching entre les compétences et les besoins, que ce soit sur des postes ou alors de missions, etc., et de faire le matching, et qu'à l'ère maintenant de l'IA, c'est pas des technologies nouvelles, sauf qu'elles étaient beaucoup plus, comme le disait Marc, elles étaient plus déterministes, peut-être déterminées auparavant. Et sauf que là, ça pose des questions. À défaut de réponse des directions, c'est pas un gage de confiance à toi.
Oui, donc le sujet qu'on adresse là, en fait, c'est celui de la gestion de carrière, de la mobilité interne. Et en fait, c'est vraiment un sujet de préoccupation constante des salariés, parce que bien sûr, le salarié, sa volonté, c'est d'évoluer au sein de l'entreprise ou ailleurs, mais c'est d'évoluer. Là, on va se concentrer sur au sein de l'entreprise, puisqu'on est en interne. Et c'est un sujet qui est d'autant plus important pour le secteur de la métallurgie qu'on a eu une nouvelle convention qui a été signée il y a 2 ans et qui impose maintenant que toute évolution soit accompagnée d'un changement de poste. Donc, qui dit changement de poste dit postuler, même en interne, sur quelque chose. Et donc, le salarié, lui, il a besoin de comprendre, en fait, quels sont les leviers à sa disposition pour pouvoir, bien, en fait, changer de poste, comment il va pouvoir, entre guillemets, se vendre pour un poste autre. Et quand on a l'arrivée de l'intelligence artificielle sur ce domaine, alors déjà, arriver, est-ce qu'elle est officielle ou officieuse? Premier sujet d'importance. Le salarié, il a besoin que ça soit officiel déjà, parce que déjà, qui dit arrivée de l'intelligence artificielle dit quand même qu'on va mettre un aspect technologique dans cette sélection qui n'était peut-être pas forcément aussi poussé avant, puisqu'on n'avait pas les mêmes dispositifs à disposition. Voilà. Donc, le salarié a besoin de savoir, lui, qu'est-ce qu'on va faire de ses données personnelles, puisque ça va traiter quand même des données qui lui appartiennent, qui le touchent directement, et quelle est la part qui va rester de l'humain dans ce processus de mobilité interne. Quelle part vont prendre les ressources humaines. Et là, je dirais que pour eux, il est vraiment important d'avoir une transparence sur le process, parce qu'en fait, finalement, un recrutement, c'est la rencontre d'un salarié et d'une fiche de poste. Et en fait, il a besoin de transparence à ces 2 niveaux, le salarié. En ce qui le concerne, lui, il a besoin de savoir où sont les données qui vont être prises en considération, c'est-à-dire où est-ce que le SIA, RH, va aller rechercher les informations. Est-ce que c'est dans quelque chose qui est purement maîtrisé par les RH issus des entretiens individuels? Est-ce que c'est un système dans lequel lui-même va pouvoir entrer des informations complémentaires? Si c'est un système RH pur, ça veut dire que c'est uniquement concentré sur les choses qui se sont passées dans l'entreprise. Donc, quid de ce qui s'est passé avant? Parce que le salarié, il a peut-être eu une vie, et je lui souhaite, avant d'être dans l'entreprise où il va vouloir exercer sa mobilité. Donc, c'est vraiment quelque chose, donc ça déjà, où sont les données, c'est la première chose importante, ainsi que quelles sont les données qui sont prises en considération. Après, une fois qu'il sait les données, alors souvent ce sont les données les plus faciles à cartographier, ce sont des compétences. Donc, les compétences vont être en fait mises selon des référentiels dans les systèmes. Et là, quand on parle de référentiel, quel référentiel va être utilisé par l'entreprise? Est-ce que ça va être le référentiel de l'entreprise ou est-ce que ça va être un référentiel externe sur lequel le salarié n'a pas forcément de vision et on ne sait pas comment ça va être mis en place? Dans le cadre de la nouvelle convention de la métallurgie, en fait, de nombreuses entreprises ont été obligées de mettre en place un référentiel de compétences pour attribuer des niveaux aux salariés. Donc, est-ce que ce sont ces référentiels de compétences qui sont pris en compte ou pas? C'est vraiment quelque chose sur lequel il a besoin d'avoir de la transparence. Après, il y a aussi comment ont été évaluées les compétences qui vont être prises en compte. Parce que un manager, en fait, on sait tous que dans l'entreprise, il y a des managers qui sont plus ou moins, qui portent une attention plus ou moins importante à l'évaluation des compétences de leurs salariés, à la réalisation des entretiens internes. Donc, si le salarié, lui, il a besoin de savoir ses leviers, parce que s'il a un manager qui ne porte pas une attention importante sur ce domaine-là, alors qu'il sait que ça va être pris en considération dans sa volonté de mobilité, il va falloir qu'il aille convaincre son manager de remplir cela correctement. Donc ça, c'est un autre point.
Et après, sur la partie, je dirais, du système pur, on va revenir sur ce que Marc disait tout à l'heure. Mais en fait, on sait tous qu'il y a des biais dans l'IA. Et donc, le salarié a besoin de savoir aussi comment le système a été entraîné de façon à être sûr qu'il n'y ait pas de biais par rapport aux âges, par rapport à certaines typologies. Pour tel poste, on va prendre toujours tel standard parce que hier, on a toujours pris tel standard, alors que, en fait, on pourrait avoir une ouverture. Et je dirais que là, c'est là aussi, alors je vais faire un bref lien, mais quand même avec l'importance du dialogue social sur ce sujet, c'est-à-dire qu'un des moyens de rassurer l'employé, le salarié sur ces systèmes de matching et sur ces systèmes de gestion de la mobilité et des compétences, c'est effectivement de l'intégrer dans le cadre d'un dialogue social, que les syndicats ou les organisations syndicales représentatives soient intégrés dans un dialogue avec la direction pour pouvoir justement apporter des réponses à tout ce qui est biais, importance de l'inclusion des ressources humaines. C'est même d'ailleurs ce dialogue social autour des SIRH est même d'ailleurs obligatoire de par l'IA Act, puisque nous sommes dans des choses qui sont d'un niveau présentant un certain danger pour le salarié, on va dire, au moins pour ses données, qui nécessitent une certaine sécurité. Et puis aussi, ça permet au niveau des salariés de passer d'une vision, ça rassure de passer d'une vision technologique à une vision qui sera plus humaine et de réapporter, de par l'intégration des organisations syndicales, de réapporter l'angle soft skills qui pourrait disparaître par une attribution complètement techno, en fait. Parfait, merci beaucoup Corinne. Excuse-moi Benoît, je vous avais proposé un fil conducteur et je crois que c'était toi, enfin je sais plus, bon, peu importe de toute façon. Merci à toi Corinne, tu auras l'occasion de réintervenir sur la deuxième séquence. Benoît, on parle d'appropriation. Alors on parle d'appropriation et ce que tu me disais, donc toi tu es chargé de mission IA à la fédération CFDT Chimie Énergie. Et tu m'expliquais Marc l'a dit, qu'il n'y a pas simplement forcément les représentants des salariés qui étaient en recherche d'appropriation, enfin en manque de connaissances, etc. sur le sujet, qu'il y a des directions qui étaient complètement à la ramasse même, et tu as des exemples, enfin, et des directions qui se font influencer ou enfumer, je ne sais pas comment on peut le dire, mais en tout cas par des prestataires externes, des vendeurs, des gens qui vendent du service, hein, notamment en termes de solutions informatiques, et qui font des choix elles ne mesurent pas les choix qu'elles ont faits, les orientations, les investissements qu'elles ont fait au niveau du système d'information, intègrent de l'IA et amènent pas mal de questions. Tu as un exemple en tête, tu as des exemples en tête, tu as un exemple en tête que vous avez accompagné en tant que fédération. Donc, si tu peux nous en parler rapidement, à toi. Oui, merci. Toujours un plaisir d'entendre Corinne, avec qui on a intervenu pour l'IA. Merci Benoît. Très régulièrement. Alors oui, en fait, un cas très concret, donc mon représentant, c'est un DSC, il est outilleur, donc c'est un ouvrier, hein, il n'a même pas le bac. En face, la direction est persuadée d'avoir un système de prise de commande automatisé fait par une IA qui est fournie par un management. Et en fait, en posant les bonnes questions, donc en faisant poser à mon DSC les bonnes questions, l'entreprise découvre qu'en fait, elle achète des prompts sur ChatGPT. Et à ce stade, on leur explique, cycle DevOps, ça signifie que votre IA est mise à jour très régulièrement et donc que la capacité du système à répondre aux prompts de la même manière demain n'est pas garantie parce qu'en fait, le modèle que vous allez utiliser demain ou après-demain ou dans une semaine ne sera pas le même que celui sur lequel les prompts ont été calibrés. Alors là, on est sur des chaînes industrielles avec de l'ordre de 120 millions d'encours de production. Si tu livres 120 millions d'euros de production qui ne sont pas conformes à ce que tu as demandé le client, juste parce que en fait, le modèle a changé entre le moment où la prise de commande a été faite et le moment où tu utilises le modèle, parce que ça fait dévier les prompts, hein, donc on parle de prompt drift.
C'est une catastrophe industrielle. Donc là, à ce stade, la direction se rend compte qu'elle ne maîtrise même pas sa propre connaissance de l'IA. Et c'est là qu'on entre en dialogue social parce que donc c'est une loi de la cybernétique qui s'appelle la loi de la variété d'Ashby qui dit que la variété de contrôle doit toujours excéder la variété du système qu'elle contrôle. Et grosso modo, si vous êtes dans une entreprise et que vous-même, en tant que management ou direction, vous ne maîtrisez pas l'IA, et on va être très franc, l'IA est tellement complexe, tellement polyvalente et tellement capable de variété, par définition, que mobiliser toutes les ressources qui existent pour pouvoir contrôler cette variété devient impératif. Et quelque part, ton salarié peut devenir un manager de proximité pour ton IA et te faire remonter via un dialogue social continu toutes les difficultés qui émergent très en amont. Et c'est là, donc vous connaissez la démarche d'IALIA, je vous mettrai le lien en ligne, et de dialogue social itératif continu, où la direction a dit, on top là, on va créer un registre des IA, on va lister toutes les IA. Curieusement, d'ailleurs, c'est les DSI qui ont été extrêmement contentes de voir ce changement s'opérer parce que ça leur permet, eux, de voir où sont les systèmes. Souvent, les systèmes étaient non déclarés. Donc, on n'est même pas dans du shadow IA, c'est-à-dire qu'on est dans des services, des processus qui vont développer des IA qui ne sont pas shadow, donc ce ne sont pas des salariés sur initiative propre qui vont le faire, mais littéralement des managements qui vont le faire. Et à partir de là, l'entreprise, la DSI, ne sait même plus où se trouve l'IA à l'intérieur de l'entreprise et comment la contrôler. Parce qu'il y a tout un tas de questions au niveau, par exemple, de la cybersécurité, etc. Donc là, on a réussi à convaincre en fait les directions de discuter, d'avoir ce registre des IA, d'avoir une discussion permanente en commission sur ce sujet. Et on commence à voir aussi d'autres choses assez intéressantes qui émergent, c'est-à-dire des droits à la formation continue qui permettent de s'approprier l'IA et surtout d'essayer de sortir de ce qu'on appelle, enfin, les deux fléaux, entre guillemets, qu'on appelle le management algorithmique. Alors, Benoît, rapidement, parce qu'on va… J'ai 3 minutes là. Vas-y. Donc, j'arrête ou… Vas-y. Alors, les deux fléaux, c'est le management algorithmique et le management par les dispositifs. Le management algorithmique, ça signifie que ton salarié n'a plus aucune initiative. D'accord ? C'est l'IA qui lui dit quoi faire. Le cas habituel, ça va être par exemple des gens qui font des interventions sur site. On leur planifie en fait une tournée. Au moindre obstacle, en fait, le calcul de cette tournée est fragile, c'est-à-dire qu'un quelconque écart de 5 minutes va compromettre l'exécution de la totalité de la tournée. On se retrouve avec des gens qui finissent par pisser dans des bouteilles dans leur bagnole et un quart des effectifs qui viennent plus bosser parce qu'en fait, ils en ont marre et ils sont en arrêt de travail. Le deuxième cas, qui est beaucoup plus sournois et qui est lié notamment à l'externalisation, c'est le management par les dispositifs. Alors, c'est quoi le management par les dispositifs ? C'est quand des cadres vont concevoir des tâches pour des salariés qu'ils ne verront jamais. Donc là, on gère par appel d'offres et par dashboard intermédiaire et on perd toute la richesse, tout le retour, toute la variété, donc la variété d'HB qui est nécessaire pour générer du contrôle. Et donc, c'est pas au début, je pensais que c'était un phénomène mineur et je me suis rendu compte que déjà en 2015, 40% des cadres en France produisaient des tâches pour des salariés qu'ils ne verraient jamais. On est en 2026, je vous laisse imaginer ce qui a pu intervenir depuis et je te laisse la parole, Rodolphe. Merci Benoît de cette nouvelle mise en perspective et je passe la parole à Pascal. Pascal Fabre, donc toi tu représentes, tu suis l'IA au niveau de la Confédération CFE-CGC, mais tu viens du BNP Paribas donc, et du SNB CFE-CGC. Avant de parler, vous avez fait une étude, on va en parler sur la deuxième partie, vous avez fait un questionnaire à l'adresse de l'ensemble des salariés,
l'écosystème SNB dans l'environnement bancaire. Mais en amont, ce que tu me disais quand on préparait, le sujet, c'est langue, c'est les métiers. Tu disais, souvent, le dialogue social, quand on parle d'IA, on voit les conséquences sur les conditions de travail. Et c'est quoi la part du métier? En quelle mesure on parle métier quand on parle d'IA dans le dialogue social? Ton micro, je l'avais coupé, ton micro. Ça devrait être bon. Ça va? Non, je ne t'entends pas. On t'entend pas. Hop, hop, hop. Tu vas revenir. Ouais, j'avais coupé le micro. Ouais, Pascal? Mais non. Mince, mince, mince. Toc, toc, toc. On va y arriver. Non, je ne sais pas pourquoi. On t'entend pas, Pascal. Bon, Pascal, ou alors essaye de. Pascal, si tu peux sortir et re-rentrer, je crois que tu l'as déjà fait, mais ou au pire, parce que tout à l'heure on t'entendait très bien. Excusez-moi pour cet aparté dans la salle, excusez-nous. Écoute, Eric, à toi la parole. Eric, toi, tu es représentant CFTC chez SAP et tu me disais quand on préparait que chez SAP, 100 000 salariés dans le monde, il y avait une injonction de la direction à dire que toutes les forces vives de SAP devaient intégrer des solutions IA dans les produits. Il y a près de 400, l'objectif c'est de intégrer 400 agents dans les solutions SAP. Il y a un gros programme de formation qui est dédié pour les consultants, enfin tous les salariés. Et tu me disais que toi, tu n'es pas permanent en tant que syndicaliste, hein, tu es avant tout consultant, ton métier depuis quelques années, on va dire que tu as quelques expériences, et tu disais que on perdait vite le fil et que tu pouvais prendre un métro de retard, c'était risqué, que toi, voilà. Comment tu appréhendes un peu le changement qui est à l'œuvre et comment tu dois faire attention à ne pas louper le coche? Oui, vous m'entendez bien? Ouais. Oui, alors bonjour à tous. Oui, tu as assez bien résumé. Ça change tellement vite, ça change. Là, je viens de suivre avec un autre collègue représentant du personnel 2 jours de formation sur l'IA hier, parce qu'SAP, effectivement, nous met à disposition beaucoup de formations sur ce sujet, puisqu'SAP non seulement va être impacté dans son activité. Tous les jours, je ne représente pas l'entreprise, je pense que tout le monde la connaît. C'est un éditeur de logiciels, il est partout. Ça fait plus de 15 ans qu'il fait de l'intelligence artificielle au travers du machine learning. Il a été effectivement emballé par la vague de l'intelligence artificielle générative. Et on est en train de travailler chez SAP l'intelligence artificielle du futur très proche. On vient de lancer un nouveau concept qui est l'Autonomous Enterprise. Donc, c'est basé sur l'IA agentique dont on parlait tout à l'heure, mais aussi sur la coordination d'agents IA qui vont coordonner d'autres agents IA. Donc, on est dans quelque chose qui va être énorme. Et je voudrais rebondir. Alors, effectivement, je suis consultant, c'est-à-dire que je travaille pour l'aide à la mise en place et le conseil et l'expertise et les revues de solutions une fois qu'on a mis en place des solutions SAP dans un domaine très particulier, certes, mais on est impacté, comme toute grosse entreprise et éditeur de logiciels dans notre travail de tous les jours, par l'IA générative. On est impacté aussi sur la préparation et le développement de l'IA dans le futur. Et je voudrais rebondir sur ce que disait M. Marchenet. Oui, il va falloir embarquer tout le monde. Et moi, chaque fois que j'interviens au CSE, ce que je demande, c'est qu'on donne à la disposition de tout le monde les outils de l'IA pour que chacun se confronte à ça. Alors, SAP, c'est 98% de cadres. Alors, c'est déjà plus facile, effectivement, pour les cadres pour intégrer cet aspect-là, mais il va falloir ne pas laisser les gens sur le terrain. Et quand on a présenté des outils IA pour les développeurs, moi, ce que j'ai demandé, c'est que tous les développeurs puissent y avoir accès. Le CSE a suivi. Il a réussi à obtenir des grands plans de formation en interne chez SAP qui y trouvaient aussi son intérêt. Il ne faut pas chercher non plus à suivre parce que ça évolue très vite. Et nous, dans les 2 jours de formation qu'on vient de voir, ça évolue très, très vite. La stratégie des éditeurs de logiciels évolue très vite. Donc, ce n'est pas étonnant que les clients aient du mal à suivre. Il ne faut pas se faire d'illusions en tant que représentant du moi, ce que j'ai vu hier, c'est un grand remplacement qui va être prévu. Donc, ça, c'est dans toutes les activités routinières, et c'est vendu comme ça, hein, dans toutes les activités routinières qui vont demander
un premier domaine de réflexion et de décision, ça va être remplacé. Les IA, on sait déjà que génératives peuvent remplacer des graphistes ou des rédacteurs. Donc, il faut s'y préparer et il faut que les représentants du personnel puissent se confronter à ça. Et donc, plutôt que de suivre toute l'actualité, là, je ne suivrai pas M. Chanel, je dirais, prenez une IA, travaillez dessus, approfondissez et prendre du recul après derrière, parce que les IA vont suivre à peu près le même processus. Et effectivement, ça va avoir un impact sur les conditions de travail. Nous, on le vit aujourd'hui, et ça va avoir un impact aussi sur les conditions d'emploi. Il y a un autre terme que j'ai bien aimé chez Corinne aussi, c'était la transparence. Il faut effectivement, l'IA, ça peut être une boîte noire, il faut une transparence dans son utilisation et dans son mode de fonctionnement. Et savoir de quoi on parle. Oui, tu veux intervenir? Non, mais voilà. non, je suis très vigilant sur le temps parce que je me suis en train de me laisser déborder gentiment. Je n'ai pas vérifié. Non, mais tu es très bien. Je pense, je te propose de. Ouais, si tu as encore un truc, mais sinon. Oui, j'ai encore un truc, c'est qu'effectivement, ce que j'avais, c'est qu'il faut absolument repenser notre accès à la connaissance d'abord. Ça, c'est l'IA générative. Et dans nos conditions de travail, il va y avoir une part d'intensification parce qu'on va devoir faire notre activité de tous les jours et se former à l'IA. Et ça va être, en tant que représentant du personnel, il faudra faire attention à ça, faire comment pouvoir bien s'adapter à tout ça, se faire aider par des cabinets qui vont pouvoir faire parler nos dirigeants sur comment ils voient l'IA, parce que c'est là-dessus qu'il va falloir travailler. Il ne faudra pas regarder sur l'IA de façon globale, mais bien comprendre comment nos dirigeants veulent implanter l'IA dans l'entreprise, jusqu'où ils veulent aller, jusqu'où ils veulent remplacer. Nous, chez SAP, on prévoit toujours la notion de human in the loop, c'est-à-dire qu'on veut laisser une part, alors ça c'est dans le discours, laisser une part de l'humain dans le fonctionnement de l'IA, laisser aussi, alors ça peut être, je dirais, démagogique, parler de salariés augmentés. Oui, il va y avoir des salariés augmentés, mais il va y avoir des salariés remplacés. Et en tant que représentant du personnel, suivre précisément ce que dit nos dirigeants sur cet aspect de l'IA, vivre l'IA dans son métier pour bien l'impacter et ne pas hésiter à aller discuter avec d'autres collègues pour savoir comment ils vivent l'IA, parce qu'effectivement, c'est source de tension, c'est source de fantasmes, mais ça va avoir des impacts non seulement sur l'accès à la connaissance et les conditions de travail, mais aussi sur les conditions d'emploi, et ça, on y reparlera après. On en reparlera tout à l'heure. Merci, Eric. Alors, j'espère que Pascal, on t'entend. Putain, non, c'est pas possible. C'est quoi l'histoire? Je suis désolé de partager ma joie. Non, écoute, là, Pascal, je ne sais pas quoi te dire. C'est compliqué, mais pourquoi tant de haine? Est-ce que tu as essayé avec ton téléphone? Bof, le téléphone, mais là, je ne comprends pas pourquoi. Putain. Le micro. Demander l'activation. Bon. Ouais, c'est peut-être avec quelqu'un, Maud, qui dit peut-être avec tes AirPods, sans truc, sans rien, quoi. À mon avis, c'est tes AirPods qui déconnent ou je sais pas quoi. Ouais, parce que là, on t'entend. Bon, excusez-moi, parce que c'est dommage, parce que bon, on va pas trop. Je vais, ouais, à mon avis, je sais pas je vais vous mettre déjà en avance avant. Parce que Pascal va nous en parler et je vais vous la mettre en téléchargement. Est-ce que, oh là Dis-moi là, si ça marche. Ça marche. 1, yes, 2, 3. bravo. Vive la Bon, on y technique. est. Donc, on va faire un C'était quoi la combo. question? Pascal, on va faire un combo. Tu vas enchaîner avec la séquence 2. Donc, je te propose de parler déjà comment toi tu vois la place des métiers dans le dialogue social par rapport aux conditions de travail. Bon, voilà. Comment on est capable d'appréhender le métier concrètement, hein, et pas parler de. Et ensuite, tu nous parleras du sondage que vous avez fait sur le périmètre banque. À toi.
Attends, je vais mettre le chrono parce que j'ai tellement de choses à vous dire que ça va être compliqué. Donc, bonjour à toutes et tous. Désolé pour l'interlude. Moi, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Déjà, il faut savoir de quoi on parle. L'IA, c'est très vague, c'est un domaine, ça existe depuis longtemps. Mais on ne peut pas parler, quand on parle d'IA, de la même chose quand on parle d'IA génératique. Il y a un intervenant dans le chat qui parle effectivement d'investissement massif. Et il y a, comme on l'a dit aussi, Pauline, toute la question de l'écosystème. Et forcément, en chaîne, on ne peut pas se focaliser que sur les métiers parce que si on écoute et si on arrive à faire le tri dans tout ce qu'on nous balance tous les jours en termes d'information, ben c'est la catastrophe. Voilà, c'est la fin du travail, c'est Bill Gates, 2030, c'est fini, on s'arrête. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut regarder ce qui existe déjà. Si je vous dis le filtre anti-spam, est-ce que ça fait disparaître les métiers? Je fais exprès de prendre cet exemple. Ça existe depuis 25 ans. C'était, comme tu l'as dit, système expert avec du déterminisme. Aujourd'hui, on est sur du machine learning, voire d'IAG. Bon, c'est un truc qu'on utilise tous les jours. C'est un logiciel. Enfin, ça fonctionne. Ça impacte pas les emplois. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir une transformation qui est en marche. Mais là, il y a plusieurs paramètres qui rentrent aussi. C'est quand on parle de tout ce que vous avez évoqué sur l'IA générative ou l'agentique, etc. C'est les ressources. Et nous, dans les CSE, dans les formations que je dispense, je dis, et en plus je suis banquier, où va l'argent? D'où vient l'argent? Où va l'argent? Et là, il y a un vendeur dans la boucle de logiciels. On voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de promesses, pas beaucoup de retours. Bon, et donc quand on regarde, pourquoi je prends cet angle-là, c'est que la volonté qui a été évoquée, là, comme dans Dialia par Benoît, c'est de se dire, il faut cartographier qu'est-ce qui existe déjà dans les entreprises, de quoi on parle. Nous, aujourd'hui, dans la banque, 90% de la valeur, elle se traduit que par ce qu'on appelle les RPA, des robots qui font des tâches depuis très longtemps dans les back-office ou autres, et c'est eux qui valident la valeur, parce qu'aujourd'hui, la mise en place d'une infrastructure IAG dans un groupe important, ça coûte cher, c'est difficile en infrastructure si on n'a pas les bonnes infrastructures, il faut de la bonne donnée, et surtout, il faut des gens compétents pour faire tourner tout ça. Parce que ça a une particularité quand même, ce dont on parle, c'est que ce n'est pas un truc qu'on met une fois et qui s'arrête. Voilà, c'est itératif. J'ai entendu le mot tout à l'heure à plusieurs fois. Il se trouve qu'il y a une méthodologie qui a été mise en place maintenant sur le dialogue social qui part de l'accord cadre européen de 2020 jusqu'à Sequoia Deal, donc poussé par la CFE-CGC, puis Dialia qui s'est reposé aussi sur Sequoia Deal. Et maintenant, c'est vrai que, je te le dis, Rodolphe, là, depuis quelques semaines, on va sortir des accords, que ce soit l'accord de branche Crédit Agricole sur les conditions de travail et l'IA, ou que ce soit l'accord Maïf qui vient reprendre toute cette thématique, qui parle de charge mentale, ou bientôt, je vais faire un peu de teasing, la BNP qui va parler aussi d'analyser les impacts sur la santé d'une IAG qui n'est pas encore déployée. Voilà. Bon, c'est plutôt qu'il y a le Laboria aussi qui contribue à faire en sorte que l'impact, effectivement, il va y en avoir un sur les métiers, mais on ne le sent pas encore. On ne le sent pas encore, on le présage, mais par contre, sur les conditions de travail, effectivement, ça pose question, puisqu'il y a des outils qui existent déjà depuis longtemps, et pour lesquels le Laboria, notamment, a pu faire des recherches, et voilà, il y a des risques dans l'autonomie, on a parlé, j'ai vu dans le chat de surveillance, et j'y reviendrai parce que c'est super important, le contrôle, la surveillance, il y a des problèmes de reconnaissance. Alors, j'ai horreur du terme salarié augmenté, parce que moi, augmenter, c'est augmenter en rémunération. Et ça, on n'en parle pas. Par contre, il est augmenté en objectif quand on parle de salarié augmenté en IA. J'avais un petit lien que je vous partagerai. Je ne sais pas si vous connaissez l'Observatoire des algorithmes publics, mais je trouve qu'ils ont fait un boulot fabuleux. Tu as parlé de la DGFiP tout à l'heure, et sûrement que Pauline le connaît. Il y a 120 algorithmes qui sont présentés dans toutes les administrations publiques. Et on dit, celui qui a présenté tout à l'heure sur les piscines, et c'est, je pense, une base à prendre pour nos élus et de dire, voilà, c'est ça qu'on voudrait chez nous. C'est pas plus compliqué. En plus, qu'on a une obligation quand même qui nous pousse, qui est européenne, c'est l'IA Act, qui demande de cartographier tous les SIA en fonction des risques. Donc ça colle. Et moi, c'est ce que je dis, c'est la première des choses à demander à nos élus, c'est de dire, c'est quoi la roadmap? Et les DSI, effectivement, sont contents de nous la donner, parce que déjà, ils l'ont. Voilà. Bon, après, il faut qu'on discute. Effectivement, il faut que nos élus montent en charge en termes de connaissances. Ce n'est pas un sujet qu'ils maîtrisent, c'est un sujet pour lequel ils aiment bien désigner un expert qui va aller parler de ces sujets, mais ce n'est pas un sujet dont on a compris tout l'écosystème, tout l'environnement. Alors, quand on va sur le déploiement, moi j'ai quand même, je ne sais pas si vous avez vu l'audition d'Arthur Mensch, donc le patron de Mistral,
licorne française qui a que 3 ans, qui fait déjà 1 milliard de chiffre d'affaires, mais qui dit, et ça résume un petit peu ce qu'on se dit aussi, c'est facile d'utiliser un outil d'IA à titre personnel. Par contre, pour le déployer sur une grosse infrastructure, lui, il parle de goulot organisationnel. Et donc, on touche à un point fondamental qui n'a pas encore été évoqué, c'est qu'au-delà des métiers, c'est l'organisation globale des entreprises qui est remise en cause avec l'IA, puisqu'elle horizontalise les relations. Donc ça commence à réfléchir sévère dans les grosses boîtes. Il y a une injonction de faire. Donc j'ai entendu des directions qui se font un peu bananer avec des prestataires de services et des vendeurs de solutions, que ce soit cloud ou autre. Et puis des DSI qui s'arrachent les cheveux tous les jours, ou des responsables de la transformation du projet qui disent, moi j'ai 50 cas d'usage, il n'y en a pas un qui marche, comment je fais? Voilà. Et ça, c'est des vrais sujets réels, et on n'est pas encore au niveau des métiers. Alors les métiers, il y a 2 niveaux aussi. Donc dans toutes les études qu'on regarde, si on fait la prospective, donc, on n'a pas encore de recul. Pascal, je mets en partage là, les résultats de l'enquête que vous avez fait là. Je ne sais Allez, pas si c'est le bon moment, mais voilà. c'est pas le bon moment, mais c'est pas grave. Écoute, je reviendrai en deuxième semaine. Alors, vas-y. Non, c'est pas grave. Ce que je voulais dire, c'est que dans les études, effectivement, il y a cette ambivalence qu'on a nous aussi constaté, et on voulait partir de ce constat pour se dire qu'on n'était pas à côté de la plaque, justement, qu'on allait arrêter tout le bruit que l'on entendait sur toutes les informations qu'on nous donnait, et voir quelle était la perception réelle des salariés dans les entreprises de la banque. Bon, on est on a un petit syndicat de 25 000 adhérents, il y a 1192 personnes qui ont répondu quand même. Ça a été, comme tu disais tout à l'heure, pour cet événement qu'on est en train de vivre, ça a été le plus fort taux de réponse des enquêtes qu'on fait au SNB depuis qu'elles existent. Et donc, on a vu que c'était un sujet effectivement qui intéressait, qui avait beaucoup d'attentes, tant en matière d'accompagnement qu'en termes d'information et de formation. Donc, la première pour faire court, le premier des enseignements, c'est les salariés ne sont pas du tout dans une logique de rejet de la technologie. Parce qu'on aurait pu, avec des biais, des stéréotypes, on pourrait se dire, si ça fait peur, on va la rejeter. Non, c'est pas ça. Ils sont plutôt contents d'utiliser un truc qui va leur faire gagner du temps, mais faut-il encore qu'on leur explique et qu'on leur montre pour quels besoins et dans quel cas utiliser à bon escient, avec toutes les contraintes. La deuxième remarque, c'est ce que je disais tout à l'heure, autant ils sont contents, ils utilisent ces outils, ils estiment que ça leur fait gagner un peu de temps dans leurs tâches, bien qu'ils n'aient pas de méthodologie, c'est ce que tu disais en préambule, et ça c'est assez frustrant. Ils demandent une formation effectivement sur leurs outils du quotidien. Voilà. J'ai 4 outils, lequel je dois utiliser pour telle tâche, etc. Est-ce que celui-ci est mieux que l'autre? Ils n'ont aucune indication, et donc c'est le 22, tu appelles le numéro et tu te débrouilles comme tu peux, quoi. Et donc c'est des relations interpersonnelles, et comme tu le disais, on commence à voir des bilans d'entreprises qui font le même constat 1 an après. Moi j'appelle ça le syndrome de la machine à café. Il y a moins d'interaction sociale, par contre quand il y en a, effectivement on se parle de sujets techniques, pratiques, du réel, et là on peut développer des cas d'usage qui fonctionnent. Mais l'inverse, c'est un peu de mal à démarrer, c'est-à-dire les approches top-down qui arrivent de la direction et qui ne fonctionnent pas. Les autres enseignements, on s'est rendu compte que la stratégie des entreprises, elles n'étaient pas si lisibles que ça, en fait. Au niveau du salarié qui répond à notre sondage, il entend beaucoup parler d'IA, il ne sait pas quoi mettre dessus. Et comme ça a été dit tout à l'heure par Marc, il y a beaucoup d'IA invisibles. Si je reprends chez BNP, les RPA ou autres, ça existe depuis les années 2015-2010. Le machine learning, c'est pareil. On ne le voit pas, c'est intégré au process. Toi, tu n'as qu'une interface, tu ne sais pas ce qui se passe derrière, mais effectivement, il y a énormément de développement, et c'est pour ça que la banque parade en disant on a 800 cas d'usage. On ne les a jamais vus, en fait. Et ils n'ont jamais été présentés au CSE non plus. Mais effectivement, ils sont sous-jacents. Donc, ils ont un besoin de visibilité sur la stratégie, un besoin majeur de formation et d'accompagnement métier. Donc, c'est vraiment du métier qu'ils souhaitent. Une formation spécifique. Donc, on peut parler là aussi des IA qui sont plutôt verticales, des IA des métiers, on va dire les développeurs informatiques, où là, il y a des formations spécifiques métiers. Par contre, une IA qu'on va plutôt qualifier d'horizontale, c'est-à-dire qu'on arrose tout le monde, une IA générative, on arrose tout le monde sans mode d'emploi, là, il n'y a pas de formation, et le e-learning de 30 minutes ou 45 minutes, à la limite, il ne sert à rien. Donc, à part 10% de salariés qui sont un peu férus de technologie, il ne va pas y avoir d'appropriation. Et ça, c'est un constat amer et douloureux pour les entreprises. Mais nous, on l'avait bien compris, et notre étude l'a indiqué.
L'ambivalence, ce que je disais tout à l'heure, c'est la forte inquiétude sur l'emploi, ça a été évoqué. On se rend bien compte quand même, et ça a été évoqué aussi par le monsieur Chessap, je n'ai pas retenu le prénom, Eric. Effectivement, on se rend compte qu'on va scier une branche sur laquelle on est assise, mais on ne sait pas à quel horizon, si c'est moyen terme ou long terme. Et moi, je suis plutôt prudent parce que pour l'instant, effectivement, je vois que dans la banque, au niveau direction, alors effectivement, ils sont plutôt compétents dans les fonctions centrales qui s'occupent des sujets data IA. Après, effectivement, au niveau managérial, c'est un petit peu plus compliqué et les niveaux intermédiaires également. Mais ils commencent à se poser des questions sur leur poste à eux ne va pas disparaître et ils ne sont pas dans les études que je citais tout à l'heure puisqu'on parle que de métiers et de fonctions. Merci Pascal. Il y a un point, je te relance sur toi, tu le vois arriver à quelle échéance le côté qu'on évalue l'usage dans les entretiens d'évaluation, dans la performance individuelle des salariés ou collective, comment la mesure de l'usage dans la reconnaissance de la performance, tu la vois arriver? Alors, on a eu un cas, c'est marrant que tu poses la question, parce qu'on a eu un cas chez nous, donc dans notre cadre des experts référents à la CFECIC que je co-anime, c'est un gars de chez Accenture, donc tu vois, on est en plein dans la FIECI, donc la Fédération des ingénieurs et des consultants, et Accenture, comme vous l'avez vu, annoncé un gros plan de transformation, voire de licenciement, notamment pour les gens qui ne seraient pas aptes à l'IA, qui sont, voilà, on va dire, les 5-10% de l'effectif qu'ils ont qualifié de inaptes à l'IA, donc on ne va pas s'embêter à les former, donc on les met à la porte. Bon. Et la variable pour ceux qui restent, c'était de dire, vous ne serez promu que si vous avez un pourcentage de notes qui dépasse sur une échelle de 1 à 10, qui dépasse 6. Et cette notation va se faire sur l'utilisation de 12 outils exclusifs d'IA, que ce soit IAG ou autres, donc qui sont listés dans un tableau, et pour lesquels ils vont être notés, et ils seront notés également pour savoir s'ils auront une promotion ou pas. Donc ça, c'était en septembre, ça a été présenté en info simple au CSE d'Accenture. Tu imagines bien qu'on a soutenu notre collègue pour l'expliquer qu'ici, ce n'était pas le Far West, qu'il y avait des règles, et qu'effectivement, Corinne l'a dit tout à l'heure, il y a des SIA à haut risque qualifiés comme ça par l'IA Act, mais il y a aussi, je l'ai vu dans le fil tout à l'heure, toute une procédure, que ce soit au niveau des CSE, d'obligation de présentation à des sujets de contrôle de surveillance, et puis les évaluations, c'est aussi un sujet qui doit nécessiter l'information consultation. Après, on peut rajouter toutes les données RGPD de contrôle et de surveillance qui rentrent dans la ligne de mire, mais il y aura des tentatives, forcément. Pourquoi? Parce qu'on revient à ce que je disais en préambule, c'est des investissements massifs pour lesquels des entreprises ont une visibilité approximative. Hein, voilà. Elles ne savent pas quand est-ce qu'elles vont atteindre leur niveau, leur plateau de productivité, si je reprends la hype de Gartner, et elles se disent, à un moment donné, et ça se passe déjà pour mesurer l'utilisation et la consommation d'électricité et de ressources de tous ces LLM, il y a des tableaux qui sortent. Après, ça va être plus compliqué de les mettre dans des évaluations, mais je suis sûr qu'on aura des dossiers et que la tentation va être forte. Ça libère les chakras, c'est super. Merci à toi, Pascal. Marc, alors avant de on va faire un petit topo parce qu'on va parler questionnaire avec toi là, et donc je fais un petit topo sur le sondage. Je vous invite à regardez. Vous êtes quand même une majorité ici présent à avoir une connaissance relative de l'IA, 50%. Vous êtes, heureusement, ici présent, vous n'êtes que 3% à ne pas utiliser l'IA. Voilà. Donc, et par contre, une des questions qui était en tant qu'acteur du dialogue social, est-ce que vous vous sentez suffisamment armé pour négocier sur le sujet? Oui, avec une connaissance relative à 48%. Et non à 31% quand même. Voilà, je vous laisse regarder. Marc, une petite question sur le côté métier. Toi, tu représentes, tu es directeur général de Technologia, cabinet d'expertise. C'est des consultants qui travaillent chez Technologia. Concrètement, le cordonnier, comment vous-même, vous appliquez l'IA, avec quelles limites et comment vous vous employez à embarquer les consultants qui travaillent pour Technologia? Ouais, merci Rodak. Bien sûr que c'est un sujet très important chez nous parce que, comme toute entreprise, on sait pertinemment que si on ne prend pas le train, on aura de grandes difficultés dans les années à venir par rapport à ceux qui prennent le train. Donc, alors nous, on a une vision extrêmement claire, c'est que l'IA va nous permettre de proposer beaucoup de compléments en fait au travail que l'on mène et non pas de simplement substituer.
Évidemment que ça permet de substituer à certaines tâches, mais de les reporter sur d'autres tâches que l'on avait peu le temps de faire, ces temps-ci et donc d'être beaucoup plus dans la réponse à toutes les attentes des représentants du personnel. Je prends un exemple très, très bête, mais une fois qu'une expertise est menée, faut les accompagner, pour, pouvoir communiquer vis-à-vis, des salariés, et pas simplement de s'en aller rapidement. Et on sait que lorsqu'on fait une expertise, il y a plusieurs formes de synthèse. Il y a la synthèse de l'expertise elle-même dans le rapport, il y a, l'avis, qui est donné et puis, il y a la synthèse pour les salariés. On dit la même chose, mais de 3 manières différentes. Or, quand on est, consultant, c'est pas simple de pouvoir, rédiger. Ouh là! Ah, je vous ai perdu 2 secondes, mais je suis revenu. C'est bon? Toujours là? OK, super. Et d'ailleurs, je voulais, juste avant, compléter ce qui était dit, parce que les directions, et même pour nous, hein, quand on les entend, il y a une sorte de chiffre qui circule, avec l'IA, vous ferez 30 de gain de productivité et donc, il y aura 30 de voilà, de gains récupérés. C'est un chiffre qu'on entend beaucoup, mais quand on regarde la grande réalité, et c'est là tout le sujet de l'accompagnement qui va se faire, et je vais en parler d'accompagnement qu'on fait chez nous, c'est que pour obtenir ces gains de productivité, il faut embarquer tout le monde. Or, si on regarde bien, et il y a une étude qui vient de sortir, du moins Microsoft l'a révélé, tout le monde a une suite Office, hein, il y a quasiment 500 millions, je crois qu'il y a à peu près 500 millions d'utilisateurs de la suite Office dans le monde. Il y en a à peine 5% qui utilisent Copilot. Donc, c'est dire que il faudrait que tout le monde, se mette à utiliser, les intelligences artificielles pour obtenir les gains attendus. Or, les gains attendus, on ne les aura que le jour où on embarquera tout le monde et donc le jour où on respectera finalement le comportement qu'ont les différents salariés vis-à-vis de l'IA et de les emmener de manière positive et pas de les forcer ou tout simplement de se dire: «Je t'ai mis Copilot entre les mains, donc j'ai généré mes gains de productivité», ce qui est une aberration, absolue et ça, c'est vraiment quelque chose qui nécessite un travail en profondeur qui a été largement évoqué. Nous, de notre côté, je le reprécise, bon, on a une filiale informatique déjà, donc c'est vrai que c'est un sujet qu'on a pu s'emparer, très, très tôt. Une filiale qui développe aujourd'hui, des applications, en utilisant de l'IA et des applications au service des CSE. Mais donc ça nous a permis de rentrer dedans, très rapidement et ça fait, même avant 2022 que l'on travaille sur le sujet et que l'on s'interroge sur, l'introduction dans le métier. Nous, on est un métier de conseil, dans un métier de relationnel, donc il y a quand même, quoi qu'il arrive, une quote-part qui ne peut pas sauter puisque il faut échanger avec tes salariés. Alors, je dis pas qu'un jour, il y aura pas des robots qui vont faire cet échange-là, mais pas tout de suite. J'espère que ça va pas venir trop vite parce que ça déshumaniserait complètement le métier. Mais tout ce qui est autour, c'est-à-dire, d'abord, toute la partie en amont, hein, dans n'importe quel cabinet, la partie marketing, naturellement, est assistée dans la génération de documents, de textes, et cetera. Dans la partie réalisation d'une mission, il y a des tâches répétitives que l'on arrive naturellement comment dire? À aider et puis, dans toutes les fonctions support, on le sait, hein, les RH, les machins, et cetera, il y a de la réflexion. Comment faisons-nous en interne? On fait exactement ce qu'on recommande dans toutes les boîtes, ce qui a été dit. Lister l'ensemble des métiers, lister l'ensemble des tâches avec l'ensemble des métiers, interroger les personnes qui sont en charge de ces tâches-là et de ces métiers-là pour leur dire en quoi certaines tâches pourraient être assistées par de l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce que ça te permettrait de faire. Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce travail qu'on mène depuis 3 ans et qui progresse, hein, et que l'on a fait d'ailleurs sur une base d'abord de la rédaction des règles internes. On parlait, hein, aujourd'hui, des IA qui sont un petit peu sauvages, et cetera. Non, non, chez nous, il y a pas d'IA sauvage, il y a des règles très claires, il y a des IA qui sont autorisées, des IA pour des données, de clients qui sont autorisées, celles qui ne sont pas autorisées et ce que l'on peut faire avec d'autres IA, mais à des conditions très strictes. On n'est pas avec des modèles de sanctions, mais avec énormément de sensibilisation, énormément de formation. Mais au bout du compte, on essaie justement de mettre des groupes de travail par métier pour travailler avec eux et les accompagner dans la rédaction, dans l'utilisation de l'IA. Et aujourd'hui, hein, on n'est plus du tout dans l'utilisation de l'IA générative, on est dans l'utilisation d'agents IA et donc dans la création d'agents IA et on assiste les gens pour créer eux-mêmes leurs agents IA avec 365 ou des choses de ce type-là. Ce qui est intéressant dans ces groupes de travail, et c'est là où je voulais en venir, c'est qu'à chaque fois qu'on discute, et moi je suis dans ces groupes, à chaque fois qu'on discute,
on voit qu'il y a de nouvelles tâches qui apparaissent. Tiens, mais grâce à ça, je pourrais imaginer ceci. Et ce que je trouve intéressant, c'est que on se dit: «Ouais, mais ça va détruire de l'emploi», mais on n'a pas encore eu le temps vraiment de se plonger dans ce que cela va créer. Qu'est-ce que ça va permettre de faire comme activité complémentaire, comme prestation complémentaire, comme accompagnement complémentaire, comme libération de temps pour dans un métier comme le nôtre, d'être beaucoup plus en proximité avec ceux que l'on représente et ceux que l'on aide. Et ça, je trouve que prendre ce temps et que les entreprises arrêtent de se précipiter en disant: «Il faut que j'aille taper mes 30 de productivité». Prends ton temps, comprends les gens, et écouter les gens de terrain et franchement, à partir de là, de voir qu'en fait, en libérant du temps d'un côté, on leur permet d'exprimer ce qu'ils aimeraient faire par ailleurs pour que, ben, leur métier garde du sens et soit beaucoup plus intéressant. Et on travaille toujours dans ce sens-là. Il faut savoir que, on a un brief, chaque semaine sur le sujet avec, des groupes, par rapport à ça. Et la Donc manière les dont on travaille, on le démultiplie dans nos expertises. On fait la même chose. Ce qui a été dit, c'est que l'on répertorie l'intégralité des IA et les techniques qui sont déployées. Alors, on voit à quel point parfois, il n'y a même pas de liste, hein, donc c'est un foutoir pas possible. Et derrière, on va interroger les gens à travers les questions dont on parlait. On va interroger les gens et on essaie de les segmenter. Quel type de population? Quel type de métier? Quel type de culture? Quel type de génération? Quelles sont les tâches qu'ils aimeraient, justement, pouvoir, substituer avec de l'IA? Quelles sont les tâches qu'ils aimeraient pouvoir, je veux dire, engager à partir de ces trucs-là? Et pousser une direction à non pas être dans: «Je fais du gain de productivité», pousser une direction à réfléchir à l'entreprise à long terme et pas simplement à très court terme: «Je gagne de l'argent». Merci Marc. Alors, je te propose, parce que le timing court, à moins que tu aies, mais alors, tu as 2 minutes, mais effectivement, tu en as parlé, on en a parlé. Dans le cadre des missions que vous réalisez, vous faites des questionnaires pour sonder les salariés, questionnaires quanti et ensuite démarche quali. En 1 minute là-dessus, parce que sinon, il faut vraiment que Pauline, Corinne, Eric et Benoît puissent Pose rebondir ta et ne question. soient pas frustrés, parce que sinon, ça ne serait pas top. Ta Alors, question, très ta question. rapidement. Ah, par rapport aux démarches? Ouais, non, mais Bah, si tu. bon, les démarches, je l'ai dit en 2 Ouais, mots, mais d'ailleurs, ouais. je vais dire un élément qui est fondamental et que j'ai exposé au début. C'est que nous, ce que l'on veut, c'est qu'il y ait un super dialogue social entre les représentants du personnel et les directions. Donc je l'ai dit, il y a des directions qui connaissent plus ou moins le sujet, mais qui ont des objectifs économiques, hein, principalement. Et puis, il y a des directions qui connaissent pas du tout le sujet. On a un et voire plusieurs exemples, parce qu'on a d'ailleurs des démarches souvent dans le public où ce sont des groupes paritaires, hein, puisqu'il y a pas des droits, de facto à expertise, mais où les 2 parties, franchement, se disent: «Bon, on va apprendre ensemble». Et de la même manière, on a et je crois qu'il y a des personnes qui sont en ligne, mais en tous les cas, je les avais vues dans le listing, qui sont en ligne. On a une expérience, dernièrement dans une grosse ESN, où la démarche que l'on a menée, finalement, a recréé du dialogue social avec une direction qui, au début, ben, s'inquiétait énormément de ce type de démarche. Mais au contraire, à partir du moment où on a une donnée quantitative, que l'on parle avec des chiffres certains, pas, «Moi je pense que» et «Moi j'ai rencontré ceci», mais avec des choses qui sont actées, qui sont non discutables et qui permettent d'avoir des bases saines de construction finalement d'une démarche. On propose une démarche et on donne des données qui sont l'expression des salariés de manière quantitative. À ce moment-là, le dialogue social se remet très sérieusement en marche. Au lieu d'avoir une vision économique d'un côté et une vision sociale, on a une vision entreprise et dans le respect de ses salariés. Et on est très, très heureux aujourd'hui de voir que toutes nos missions ont recréé du lien et ont permis, plutôt que d'avoir des postures très ancrées, d'avoir au contraire, je dirais une continuité qui se mettait en place. Et comme on l'a dit, hein, beaucoup l'ont dit, hein, il faut des commissions de suivi avec des gens extrêmement formés là-dessus. Eh bien, on voit à travers ces démarches que ça se met en place et c'est très valorisant et ça donne du sens à notre métier, très clairement. Tant mieux. Écoute, tant mieux si les expertises sont pris en compte par les directions et elles le voient Mmh. sous un autre angle qu'elles peuvent le voir historiquement. Donc c'est très bien. Écoute, merci à toi Marc et
Corinne, à nouveau, tu me disais que toi, vous êtes dans l'industrie, une industrie, et tu fais une différence par rapport aux services en disant, tu me disais que dans l'industrie, on a donc, comme toutes les directions, il y a une injonction entre guillemets à utiliser pour les salariés, à utiliser l'IA, etc. Mais que dans des entreprises comme les vôtres, la notion de droit à l'erreur, elle n'était pas forcément dans l'ADN de vos entreprises et il fallait peut-être une transformation là-dessus pour que dépasser mettre les gens à l'aise voilà. Dans quelle mesure il y avait une dimension culturelle pour que les gens puissent se lâcher quelque part sur l'utilisation des outils. Alors, désolée, mais je remettrai un peu en cause ce que tu viens de dire. Chez nous, le droit à l'erreur, c'est vraiment culturel. Parce que comme on va transporter, je veux dire, dans une industrie de haute technologie qui va transporter où, in fine, les produits vont transporter des passagers, en fait, on a une responsabilité vis-à-vis des passagers. Et donc, le droit à l'erreur n'existe pas, surtout sur les points de vue techniques et technologiques. Et justement, tout ce qu'on va faire et ce qu'on va développer, et notamment, ça va être quelque chose de très important dans le développement de l'utilisation plutôt de SIA dans le développement, parce que de toute façon, in fine, on doit toujours passer par des autorités de certification qui vont accepter ou pas l'embarquement d'équipements avec de l'IA à l'intérieur. Donc, en fait, on a vraiment des contrôles à tout niveau sur ces aspects-là. Et donc, c'est vrai que dans la partie technologique, l'IA est utilisée. Il y a un certain nombre aussi de fonctions qui peuvent l'utiliser. Et surtout, ce qu'on a fait chez Airbus ces derniers temps, c'était de le développer au niveau de l'IA générative avec l'introduction de Gemini. Et donc, comme on le disait, et malheureusement, c'est là où effectivement, ça a été développé sous la forme qui a été évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire que chacun doit s'approprier. C'est un peu du volontariat, ce qui était évoqué par Marc tout en début. Et au début, c'est du volontariat. Aujourd'hui, ce n'est pas encore clairement dit, mais comment ça va évoluer? Alors, il y a quand même eu un certain nombre de choses qui ont été mises à disposition pour gérer les gens qui avaient plus d'appétence et pour qu'ils s'en emparent de façon plus importante, puisqu'on a des bacs à sable où des salariés peuvent faire des développements pour améliorer leur activité, donc avec un encadrement par des spécialistes de l'intelligence artificielle. Et puis, on a des banques de prompts qui sont en train d'être créées sur la base de prompts qui sont développés par des salariés dans un métier qui peuvent être réutilisés dans d'autres et qui sont par contre screenés par les personnes en charge de l'éthique de façon à voir que ces prompts soient conformes aux réglementations en vigueur, aussi bien RGPD qu'au niveau européen. Donc ça, c'est vraiment les choses, et ce dont tu m'avais demandé de parler, je dirais, c'est des choses qui ont été développées pour les personnes qui sont mises à disposition, qui sont très utiles pour les personnes qui sont plutôt des personnes geeks. Par contre, on avait parlé ensemble, Rodolphe, d'un effet waouh, et je dirais, je rejoindrais là des choses qui ont été dites par Marc ou par Pauline, c'est-à-dire que moi, j'ai un second effet, c'est le waouh, mais négatif, parce qu'il y a toutes ces personnes qui voient arriver l'IA, qui en ont peur, qui sont moins aguerries, qui ne savent pas comment prendre le sujet et qui aussi voient une partie de leur activité qui va disparaître. Et là, tu m'avais demandé le lien avec l'évaluation individuelle l'évaluation individuelle, où est-ce qu'on doit le mettre dans les objectifs, l'IA. Et là, je ferai justement un lien avec ce qui a été dit avant, c'est-à-dire que quand on met quelque chose dans un objectif, c'est que cette chose-là prend du temps et est faite en accord avec une hiérarchie. Donc, aller mettre le déploiement de l'IA dans un objectif individuel, si c'est quelqu'un justement qui travaille sur le déploiement d'un SIA pour faciliter ou augmenter le travail de son équipe en collaboration avec son équipe, est quelque chose de connu, eh bien, effectivement,
on peut lui mettre tout à fait dans son objectif individuel, puisque c'est quelque chose qui fait, c'est connu et reconnu au sein du service, et c'est dans un bien positif. Par contre, j'aurais tendance à dire que pour toutes les autres personnes, il y a un objectif individuel qui pourrait être aussi un objectif de manager. C'est-à-dire que chaque salarié doit effectivement faire les formations minimum pour comprendre l'IA, mais l'entreprise doit aussi mettre des moyens de former ses salariés du bon niveau et de façon à ce qu'ils puissent vraiment s'approprier l'objet IA. Et puis après, je dirais, bien en fait, on a des salariés qui vont avoir du mal à s'approprier cet objet IA ou qui ne vont pas pouvoir le faire. Et bien à ce moment-là, quel est le rôle du manager ou ceux qui vont être, dont le métier va être complètement repris par l'IA, quel est le rôle du manager dans ce cas-là? Comment il va justement parler avec ses salariés pour voir ce qu'ils aimeraient faire, comment ils vont prendre du recul pour voir comment les compétences développées par le salarié pourraient être utilisées ailleurs dans l'entreprise, sont des choses qui devraient être abordées dans le cadre d'un dialogue social aussi, organisé et structuré, mais c'est vraiment quelque chose qui doit être pris en compte. Et là, c'est justement à qui on donne la tâche. C'est un peu ça. Et l'autre point, c'est quand on va avoir des personnes qui vont passer du temps à transférer leurs compétences, leurs data, les data qu'elles ont créées dans leur vie professionnelle, qu'elles vont les mettre dans une base de données qui va être utilisée. Ensuite, elles vont développer ou alors elles vont entraîner le système qui va utiliser ces data et en fait, elles vont se retrouver à contrôler finalement les données issues d'ISIA. Comment va-t-on valoriser toute cette expérience? Et tout ça, pour moi, il y a un gros travail à faire pour nous, organisations syndicales, de discussion avec les directions, pour que personne ne soit laissé de côté, pour baisser les peurs et les craintes qu'il y a qui sont exogènes à l'entreprise, en fait, en partie sur toutes ces histoires, comme le disait Pauline, de métiers qui vont disparaître, de licenciements qui sont... tout ça. Donc, notre métier, ça va être vraiment d'aller discuter de tout ça et ça risque d'être un très gros challenge. Merci beaucoup, Corinne. Alors, il nous reste 5 minutes. Et vraiment, Alors, Pauline, toi, 10h30, c'est carré. Dans 5 minutes, tu dois nous quitter, c'est ça, Pauline? Non, j'ai 2 minutes de plus si. Ok, donc c'est à toi. Benoît, tu as une contrainte. Est-ce que tu peux prolonger de 5 minutes? Volontiers. Ok, super. Eric, tu peux prolonger de 5 minutes? Oui, je n'ai pas de contrainte. Super. Bon. Marc, tu peux prolonger de 5 minutes? Ok, super. Mike, je vous propose, on va passer la parole à... Merci, Corinne. Oui, Pascal nous a quittés déjà. Oui, j'en ai réalisé que Pascal nous avait quittés. Il a eu tout à l'heure des problèmes de bande passante, donc je ne sais pas s'il nous a quittés ou si ça... Il avait un truc, je sais, à 10h30, tu lui avais un truc vraiment... donc, bon, écoutez, mince. Voilà. Donc, mais dans la salle, je vous propose qu'on puisse, et je pense que le sujet mérite nos intervenants qui restent à parler, et puis un tour de synthèse conclusif, je pense que ça peut être sympa, qu'on se prenne 10 minutes de plus, qu'on aille jusqu'à 40. Donc, Pauline, regarde ce que tu as écouté et toi, la démarche que tu portes, quand on encadrait, tu m'expliquais les démarches participatives, une entreprise lance son projet IA, va y aller avec une approche participative, et toi, tu me dis, tu as des interrogations, parfois il peut y avoir un peu d'enfumage ou de la fausse approche participative, et en gros, la question, c'est quoi l'approche participative, l'approche projet, le terrain de recherche pour voir comment un projet, on crée les conditions d'appropriation de tes rêves, avec une gouvernance adaptée, etc. Voilà, à toi. Oui. Merci. Je pense que la question de la participation, elle est un peu aussi... alors elle va s'appeler différemment en fonction d'où on vient, dialogue social, dialogue professionnel, etc. Mais elle est un peu omniprésente et des directions sont très friandes de dire qu'elles font de la participation, qu'elles embarquent les salariés pour voir les besoins, etc. Sauf que, en fait, ce dont on se rend compte, moi j'appelle ça du participation washing, hein, dans le sens où on voit bien que souvent on parle de solutions techniques à des besoins qui auraient été précadrés, préétablis, et en fait ne sont jamais remis sur la table. Les questions d'organisation du travail, ça a été mentionné. Et donc, alors qu'en fait, c'est quand même ça le cœur. Donc, je reprends un exemple
là qui m'a été par exemple raconté hier, c'est qu'on ne dit jamais que en fait, ces projets-là arrivent bien souvent quand même dans des situations de travail extrêmement dégradées en fait. Donc on est là à patcher avec des solutions techniques, mais on ne parle pas du fond du problème. Par exemple, là j'avais des enseignantes qui me racontaient qu'elles avaient, enfin en l'occurrence des femmes enseignantes dans des écoles d'art, elles n'ont absolument pas le temps de se rencontrer pour faire collectif de travail et pour penser une pédagogie collectivement, ce qui est quand même vraiment problématique. Donc, qu'est-ce qu'elles font ? Elles se tournent vers des LLM pour challenger un peu ce qu'elles essayent de mettre en place dans leur coin, tellement elles sont isolées. Donc, en fait, et ça ne fait que renforcer, du coup, parce que ça patch et ça leur permet d'avoir un tout petit peu d'altérité, c'est ce qu'elles ont utilisé comme terme, pour essayer de faire ça. Donc, voilà, alors que là, le sujet est vraiment comment on retrouve du temps compris sur notre temps de travail pour faire collectif, il me semble, et pas d'aller trouver le bon LLM qui va nous aider. Donc, en fait, bien souvent, il s'agirait de replacer la discussion sur l'organisation du travail et le temps de travail, etc. Et que quid aussi de la redistribution de la valeur, si gain de productivité, enfin toutes ces questions-là qui en fait ne sont pas mises sur la table quand on s'embarque dans des questions de design participatif ou solutions participative. Donc voilà, moi c'est ce qui me pose problème. Et du coup, on en vient rapidement à la question de l'enquête aussi. Donc nous, en sciences sociales, évidemment, c'est quelque chose qui est central dans notre démarche. Mais il me semble qu'il y a un vrai enjeu, et du coup, je rebondis, il y a pas mal de choses qui m'ont fait tiquer aussi à vous entendre, parce que j'entends les mots des promoteurs des technos, en fait, de ceux qui produisent la technologie. Quand on parle de biais, par exemple, on le sait, ça a été quand même documenté, c'est un problème qui est venu de l'industrie et qui est exclusivement, quasiment traitable par les personnes qui produisent la technologie. Or, il ne me semble pas que ce soit un problème qui vienne tant que ça du travail réel, et Pascal en a parlé, en fait, c'est peut-être pas le problème numéro 1 qui est remonté par les salariés. Donc, est-ce qu'on peut... en fait, je pense que la participation devrait se situer au niveau de l'enquête. Si on fait de l'enquête collectivement pour reproblématiser ce qui voilà, pose problème, pour repolitiser aussi ces questions-là et reparler d'organisation du travail et comprendre la techno dans cette organisation du travail, alors là, il y aura peut-être moyen de faire quelque chose de réellement participatif et d'intéressant. Voilà, c'est un peu en très résumé ce que je voulais vous dire. Ouais, et dans le côté participatif, ce que tu dis, toi, tu plaides pour une capacité du groupe, du collectif à remettre en question. C'est ça, et ce qui n'existe pas actuellement. Bah, non seulement à remettre en question, mais je pense que par l'acte d'enquête et par la création d'un champ d'expérience partagé où la parole redevient quelque chose de politique, en fait, et ben on recrée vraiment une parole proprement générative, parce que j'ai vraiment du mal avec le fait que ce terme génération ait été capturé par ces technos. Moi, je pense qu'il y a vraiment un besoin aussi de refaire collectif de travail à travers la mise en problème collective, quoi. Ok. Voilà. Merci beaucoup, Pauline. Eric, à toi la parole. Pascal, est-ce que tu avais entendu? Je vais prolonger jusqu'à 40. Est-ce que tu peux Non, je vais vous abandonner. Je ne sais pas si ça marche du coup. Ouais, on t'entend, ouais. Bon, Bon, désolé, écoute, mais dommage pour le ROI, ça aurait été sympa, mais bon, juste ce que je peux dire, c'est voilà, vas-y. l'article du mois d'août de l'année dernière du MIT qui disait que seulement 5% des entreprises arrivaient à obtenir un retour sur investissement sur leur projet d'IA était assez parlant. Après, je crois qu'il faut, voilà, c'était juste pour mettre un pavé dans la mare. Sur le Mais, MEDEF qui veut parler de réorganisation, ça peut être sur ta chute. Alors, non, il ne veut pas parler de réorganisation. Le MEDEF, lui, il ne veut pas parler, il ne veut pas faire de dialogue social. Donc, il dit, mais je crois qu'Eric le sait aussi bien que nous, toutes les organisations syndicales et patronales sont d'accord pour parler du sujet autour voilà, comme on est en train de le faire là, sauf le MEDEF qui exprime que cette décision d'investissement dans ces SIA, c'est une décision stratégique et managériale et que c'est pour garantir leur compétitivité. Donc, voilà, il faut pas en parler. Bon, nous, on pense que c'est tout le contraire, comme tu l'as dit, mais on va y arriver. On va y arriver. Okay, merci beaucoup pour l'invitation. Merci Pascal. À plus, bonne journée à toi. Eric, alors toi, tu m'expliques. Alors, moi, d'ailleurs, si tu peux mettre le lien, parce que j'ai oublié de le charger. Je vais mettre le lien. Tu m'expliquais,
et je te laisse partir après rapidement, mais que la DRH de SAP Monde, il va pas avec, il va cash en disant, voilà, et on est bien dans le décalage peut-être entre le discours et la réalité, en disant voilà, elle annonce la fin des métiers carrément, hein. On parle de métiers, il n'y a plus de métiers, plus de frontières entre le développement, le consulting, la vente, etc. Des frontières qui vont s'affranchir. En attendant, tu m'expliques que SAP, c'est une organisation hyper complexe, en silo, etc. Donc, il y a peut-être un décalage. Et comment tu perçois, toi, en tant que représentant des salariés, l'annonce d'une DRH qui dit que c'est la fin des métiers chez SAP, quoi? Oui, 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 je pense. Alors, on revient. Alors, c'est la fin des métiers, IA ou pas IA, hein, mais si on revient sur le sujet de l'IA, et effectivement, on en a parlé, parce que quand je suis tombé sur cet article du 28 avril qui était à destination des utilisateurs SAP allemands, et en fait, c'est pour ça que je dis qu'il faut écouter ce que disent nos grands dirigeants et ceux qui ont des impacts décisionnaires au niveau groupe, puisque SAP, moi je suis dans une filiale française, mais il y a un groupe qui implique son organisation partout. Ces dirigeants, quand ils s'expriment aux actionnaires, et aux actionnaires de leur entreprise et aux actionnaires des entreprises clients, pour forcer un peu les entreprises après à acheter, parce qu'on a des actionnaires qui disent il faut que vous rentriez dans la guerre de l'IA, absolument, c'est la compétitivité, etc. Et donc, quand je suis tombé sur cet article du DSAG, qui reprenait un peu l'article de la même dirigeante qui s'appelle Gina Vargiu-Breuer, qui reprenait son article dans les Échos il y a quelques semaines. L'IA va changer d'une part par l'accès à la connaissance et par ce qu'elle va nous permettre de faire. Moi, je l'ai vu dans mon métier, dans mon activité, j'ai été capable, avec des outils IA apportés par SAP, de parler de choses dont je n'étais pas expert. Par contre, sur les choses dont j'étais expert, effectivement, j'étais capable de voir quelles étaient les erreurs de l'IA ou ses imperfections. Mais à un moment donné, vis-à-vis d'un client, j'ai été capable de lui dire quelque chose qui lui a plu, j'ai été capable de lui répondre sur un sujet qu'il attendait grâce à l'IA et SAP. Donc, les barrières entre les métiers vont évoluer. Et nos dirigeants le savent. Et moi, je l'ai vu dans notre équipe, on a une consultante qui est rentrée tout de suite dans l'IA et qui est capable de multiplier ces types d'activités et d'aborder des champs un peu plus complexes que son domaine de compétences initiales. Suite à ça, que font nos DRH quand ils le voient ou quand on a une DRH qui est au courant de la façon dont SAP est en train d'organiser l'IA du futur? Elle est en train de dire, nous, aujourd'hui, les diplômes, ça ne nous intéresse pas, l'intitulé de fonction, ça ne nous intéresse pas, c'est la capacité à acquérir en permanence de nouvelles compétences qui nous intéressent. Donc, on va classifier les gens, non pas au travers de leur métier ou de leur expertise ou de leur expérience, mais leur capacité à acquérir en permanence de nouvelles compétences, et je ne parle pas de qualification, compétences, vues du dirigeant, grâce à l'IA. Mais alors, comment on nous classifie? On ne nous classifie plus au travers du travail que l'on fait, mais on va nous classifier, c'est déjà fait depuis quelques années chez SAP, sur les compétences qu'on nous reconnaît. Et donc, tout ça parce que l'IA va nous permettre de passer d'un métier de vendeur à un métier de consultant, parce que c'est assez proche, ou va nous permettre de passer d'un métier de développeur à un métier de consultant, parce que ce n'est pas trop éloigné, ou du jour au lendemain, grâce à l'IA, parce que l'IA générative nous donne l'accès à la connaissance, et l'IA agentique fait un certain nombre de tâches pour nous et à notre place, eh bien, on va pouvoir changer, parce qu'on a acquis des compétences d'adaptation. Alors ça pose plein de problèmes quand on analyse ce document, parce que quid de l'égalité à travail égal, salaire égal, parce qu'on ne va plus nous rémunérer, on ne nous classe plus, on ne nous rémunère plus sur le travail qu'on fait, mais sur les compétences qu'on nous reconnaît, parce qu'on va pouvoir occuper des rôles différents. Et là, le terme, le wording, la terminologie est importante. Quand on parle de rôle, c'est-à-dire qu'on finit par être des acteurs, et on peut être à un moment donné commissaire de police, chirurgien ou magistrat, parce qu'on va utiliser des rôles différents. Et tout ça parce que l'IA actuelle nous fait voir qu'on peut le faire grâce à l'accès à la connaissance, et l'IA de demain, qui est l'IA agentique, de petits robots qui vont s'organiser entre eux,
qui vont avoir des robots organisateurs entre eux, parce que c'est ça qu'on nous a présenté, nous, hier. On va avoir, à la limite, le développeur de demain, c'est un product manager qui va gérer un IA superviseur, qui va réaffecter des tâches de développement à des petits IA qui vont travailler, et on va avoir ces trucs-là qui travaillent. Alors aujourd'hui, c'est à l'état expérimental, ça marche ou ça ne marche pas quand on a mis tous les systèmes pour que ça marche bien et qu'on fasse une démo à nos clients, mais c'est quelque chose qui, dans 5 ou dans 10 ans, peut très bien apparaître vu la rapidité d'évolution des systèmes. Donc, ça va changer la façon de voir nos conditions d'emploi et éventuellement l'impact juridique que ça peut représenter. Et ça, il faudrait effectivement qu'on se forme, qu'on fasse des études, qu'on analyse tout ce système-là, parce que le travail réel va changer et il faut s'y préparer. Hein, donc, et ce n'est pas simplement avec un dialogue qu'il va falloir s'y préparer. Je pense que la seule façon de s'y préparer, c'est d'augmenter la lucidité de tout le monde, donc permettre à tout le monde et accompagner tout le monde pour rentrer dans ce système-là. Et à un moment donné, ce sera un enjeu de pouvoir. C'est-à-dire comment… voilà, je m'arrête là. Non, merci Eric. Par contre, partage la ressource. Dans Oui, le chat, vraiment, il y a assez demandé. Et donc, si tu peux la choper, la partager, ça serait top. Benoît, on arrive à la fin. Benoît, tu me parlais d'un cas qui peut être bien illustratif ensuite de ce… Oui, très rapidement, juste pour illustrer les ravages du management algorithmique par contraste. Mais comme je n'ai pas le temps, Rodolphe, hein, j'accélère. Vas-y. Grosso modo, prenez une population unique de personnes qui ont été recrutées plusieurs millésimes. On a tout depuis le débutant jusqu'à la personne au bord de la retraite. Et ce qui se passe, c'est que suite à une réorg, on va les diviser en deux. Certains peuvent agir sur les algorithmes. Ils sont formés, par exemple, à pouvoir modifier leur comportement, modifier la programmation, etc. Et d'autres, on va les mettre en management par les dispositifs qui devient au fur et à mesure un management algorithmique. Qu'est-ce qui se passe? Une des équipes va incroyablement monter en compétences au point de devenir littéralement des cyborgs, c'est-à-dire des humains qui interagissent conjointement avec la machine. La productivité augmente, l'innovation augmente et surtout la profitabilité pour l'entreprise explose, facteur 10 quasiment. La même population, d'accord, soumise à un management algorithmique, soumise à un management par la dispositif. On a déjà les meilleurs qui partent. Ensuite, les DRH se rendent compte, entre guillemets, que c'est un job de merde où on fait ce que la machine dit qu'il faut faire et donc on n'a aucune initiative. Bilan des courses, le recrutement change complètement. On se retrouve avec une identification des gens, entre guillemets, au job de merde. Et ça, c'est quand même terrifiant, d'une certaine manière. Et puis, on va avoir un effondrement de la diversité, de la capacité à interagir avec les systèmes, de la capacité à convaincre le client, disparition quasi totale de l'innovation, panne système régulière. À chaque fois qu'il faut qu'on change quelque chose, on doit appeler le consultant. D'accord? Donc, on doit faire un appel d'offres, on attend 6 mois, puis on se retrouve avec des features qui ne fonctionnent pas. Et finalement, on se retrouve avec une entreprise qui ressemble à tout le monde, qui fournit un service qui ressemble à tout le monde, et on se retrouve avec une compétition qui est exclusivement prix, coût. Et donc, on va baisser les salaires, réduire la qualité des conditions de travail, etc., parce qu'il n'y a plus de marge. Et ça existe dans la nature. C'est la diversité de notre microbiote, c'est la diversité de notre génétique qui nous permet en fait de générer des marges, de générer de l'innovation, de générer des avantages concurrentiels. Si vous externalisez, entre guillemets, toute l'intelligence, toute la compétence et tout le mode de production à une IA standardisée, vous produisez une réponse standardisée, mais qui, en passant, tout le monde a. Et vous devenez immédiatement concurrencé par tout le monde. Donc ça, c'est un point très important, c'est que ce n'est pas simplement le syndicaliste qui vient vous dire « soyez gentil avec les petits salariés », c'est que ça devient vraiment un enjeu de compétitivité. Et si la réponse de votre direction, c'est dire copilote, changez de direction. Ça veut dire que non seulement ils n'ont rien compris, mais en plus, ils sont dangereux pour la survie de l'entreprise à long terme.
Parfait. Merci, Benoît. Alors, bon, on n'a pas le temps, malheureusement. Merci à toi. Marc, mot de conclusion. On est, voilà. Qu'est-ce que ça peut. Voilà. En petite conclusion, parce que on va pas, franchement, merci en tous les cas pour pour tous ces échanges. En conclusion, je voudrais simplement donner 3 petits éléments de réflexion aux uns et aux autres. Dans tous ces débats, très peu d'interventionnisme de l'État pour l'instant. On voit très peu de choses sur ce sujet-là. Et je pense que le problème n'est pas qu'un sujet d'entreprise, mais un sujet du privé. Et que la question de l'IA, c'est quelque chose qui doit de toute façon être pensé dès le système éducatif. Donc, il faudra aussi que ces trajectoires-là soient largement pensées pour qu'il puisse y avoir des transformations saines et avec des gens avertis. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, à titre d'exemple, pour ceux qui ont vu dans la presse, ce qui est rassurant d'une certaine manière, un salarié, je ne sais plus dans quelle ville, en Chine, qui a été licencié parce que son métier était intégralement remplacé par l'IA, son licenciement a été annulé par un tribunal, ce qui fait jurisprudence en Chine. Donc c'est là aussi, ça donne quelques petites ouvertures. Et pour terminer simplement sur une simple citation d'Albert Einstein, qui dit: «La mesure de l'intelligence, c'est la capacité à changer». Je crois qu'on n'en est pas à notre première révolution numérique, qui, quand on y repense, ont modifié drastiquement nos métiers, l'arrivée de l'ordinateur, l'arrivée d'internet, tout ce que l'on veut. Et que je pense que si tout le monde se pose comme on vient de le faire aujourd'hui, se pose les bonnes questions, assure que toutes les personnes qui sont autour des tables et qui négocient les changements soient bien formées sur le sujet, ou en tous les cas bien accompagnées, naturellement, je pense qu'on a des chances de sortir par le haut et de ne pas voir tous ces scénarios catastrophiques qui sont présentés nous arriver sur la tête. Moi, j'ai plutôt une vision positive des choses. Bien sûr qu'il y aura des dégâts, mais plus on discute, plus on est formé, plus on comprend en tous les cas les critères qui déterminent finalement tout le changement, et plus on sera capable de l'accompagner intelligemment. J'espère en tous les cas qu'on aura tous collectivement cette capacité à le faire. Rodolphe, ton micro. Excusez-moi, j'aurais qui répète depuis le début. Merci Marc, merci à Technologia pour avoir porté cette rencontre. Merci à Pauline, Benoît, Corinne, Pascal, Eric d'avoir illustré. Merci à votre participation dans la salle. J'espère qu'on a pu vous inspirer, voilà, ça a pu vous inspirer. Je vous mets en partage des ressources produites par Miroir Social, parce que Miroir Social, on organise très régulièrement des directs, mais on a avant tout une agence de presse qui produit du contenu. Donc voilà, je vous ai mis du contenu sur abonnement accessible sur Miroir Social, sachant que vous pouvez bien sûr contribuer dans la partie participative du média gratuitement, et toujours à votre écoute pour le faire. Et vraiment, n'hésitez pas à me contacter. Je suis toujours à l'écoute pour vous accompagner, pour vous permettre de publier ce que vous avez à dire, ou de vous écouter pour pouvoir traiter ça. Donc voilà, toujours à l'écoute. Je vous mets le lien vers le prochain direct de la semaine prochaine, qui est également parrainé par Technologia. Et c'est Jean-Claude Delgène, le président, directeur général président de Technologia et fondateur de Technologia, qui interviendra sur un tout autre sujet. Mais enfin bon, il y a un lien sur la dégradation relationnelle au travail, la dégradation des relations au travail. Donc je vous invite à vous inscrire. On est également beaucoup à être inscrits, et c'est la semaine prochaine, jeudi prochain. Voilà, synthèse à suivre. Je pense que j'ai tout dit, hein. C'est pas mal. Merci Merci à tout à le vous monde. toutes. Et bon, c'est un peu parti dans tous les sens, mais et on déborde un petit peu, mais Mais je non. pense que ça valait le coup. Je vous souhaite une Mais très non. bonne journée. Je vais couper. Allez, Merci. Bonne journée à tous. Ciao. Zouf. Je ferme. on se remet sur un autre lien ou Ouais, pas? je vous ai envoyé un lien. Ok. Ça